Je voudrais compléter ce que j'ai dit il y a dans les précédentes vidéos sur la question du signifiant astrologique. Et je remettrai en question d'ailleurs les positions que je crois être celles de Patrice Guinard dans sa thèse de philosophie de 1993, il y a donc plus de 20 ans. À savoir, Guinard semble croire que l'astrologie nous sert à philosopher. C'est-à-dire qu'elle elle nous fournirait les concepts nécessaires à appréhender le monde. Et donc, pour savoir quels sont les concepts, eh bien, tout simplement, on dresse le thème, on regarde le ciel, et on voit quelles sont les planètes qui sont dominantes, qui sont émergentes. Et on sait comme ça quel est le concept important. Alors, c'est un petit peu une sorte de délire qui est un petit peu ceux des nouveaux historiens de la nouvelle histoire des écoles des annales des années 1930, avec Marc Bloch notamment, à savoir qu'il faut chercher dans d'autres disciplines la clé de l'histoire. Et l'astrologie serait, pour la philosophie, ce que serait la démographie ou la question du climat pour l'histoire. Pour ne pas dire que l'astrologie pourrait aussi être une clé pour l'histoire. L'astrologie fournirait donc des signifiants qui seraient utiles pour la démarche historique, philosophique, etc. Je crois qu'il faut inverser les choses. Parce que l'astrologie en elle-même, du moins initialement, elle ne signifie rien. Elle permet de produire du signifiant, des signifiants, mais elle ne signifie rien par elle-même. Le propre des signifiants, c'est de ne rien signifier. En principe, a priori. Il ne signifie que parce qu'on lui attribue des significations. Ce qui renvoie d'ailleurs au débat sur la question de l'homme et de la femme, tel qu'on le voit aujourd'hui, à savoir que les hommes et les femmes sont des signifiants auxquels on donne du signifié, mais au fond, on pourrait très bien leur donner un autre signifié. Et on pourrait même ne pas considérer que ce sont des on pourrait même considérer que ce sont des synonymes, c'est-à-dire que ça veut dire la même chose. Bon. Alors, je crois qu'il faut structurer le monde sans passer par l'astrologie, et qu'une fois que le monde est structuré, conceptualisé, vous vérifiez si par hasard il n'y aurait pas eu dans le passé de l'humanité un moment où certains comportements auraient été associés à des signifiants astronomiques. Hypothèse. Hypothèse d'historien, parce que l'intérêt de l'historien, c'est de prendre en compte le contingent. C'est-à-dire, dans l'histoire, il n'y a pas de nécessité en histoire. Il n'y a que de la contingence. En tout cas, l'historien ne peut pas ignorer la contingence. Ignorer la contrefaçon, ignorer des initiatives comme ça, des idées qui s'imposent, bon, et qui auraient pu ne pas s'imposer. L'historien a une conscience extrêmement forte de l'aléatoire, de l'imprévisible. Mais en même temps, cet imprévisible initial peut devenir déterminant par la suite. C'est tout le paradoxe de l'historien. Il met en évidence un imprévisible qui crée du prévisible. Alors, en ce qui concerne la recherche historique,
Bon, il y a effectivement Karl Marx qui a apporté un certain nombre de schémas qui seraient intéressants, a priori, qui pourraient même être utilisés éventuellement. C'est un exemple, simplement. Les sociologues ont peut-être imaginé ce genre de choses aussi, avec Auguste Comte, Durkheim, etc. Peut-être, probablement. Et la grande question qui se pose, c'est malgré tout, au bout du compte, est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'il y a du mouvement? En réalité, le seul facteur qui me paraît intéressant, c'est le facteur du mouvement. Mouvement ou absence de mouvement. Hein, c'est dialectique. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça s'arrête? L'intérêt du mouvement, c'est que ça se voit, ça s'observe. C'est pour ça que je dis aux astrologues qui font de la psychologie non dynamique, non prévisionnelle, que ça ne veut rien dire, parce qu'ils observent quelque chose et ils ne prétendent pas appréhender du mouvement. Alors si je ne veux pas appréhender du mouvement, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Donc, il y a du mouvement, et du mouvement, ça veut dire un déplacement spatio-temporel, c'est-à-dire de la diachronie et de la synchronie. Changement de lieu, changement de période. Ce que je pourrais appeler le chronème et le chorème. Et chorème pour le lieu et chronème pour le temps. Et donc l'historien qui travaille sur les chronèmes, c'est celui qui trouve des critères de temps, et celui qui travaille sur les chorèmes, qui trouve des critères de lieu, c'est-à-dire de placement spatio-temporel, spatial en l'occurrence. Mouvement, telle chose est à tel endroit à tel moment, à un autre moment, elle est à un autre endroit. Donc, il faut approche kinésiologique, si on veut, des sciences humaines, en général. Ce qui n'a peut-être pas été suffisamment le cas. Car kinésiologie, j'emploie ce mot-là qui n'est peut-être pas le bon mot, mais enfin, pourquoi pas, j'ai bien le droit d'employer un signifiant comme je l'entends. Cinétique, cinéma, mouvement. Alors, donc, oui, parce que finalement, le cinéma, ça marque comme le XXe siècle, et c'est bien, effectivement, c'est dommage que le XXe siècle n'ait pas accordé autant d'importance qu'il aurait fallu à la notion de mouvement. La notion de mouvement, donc de cycle, donc de déplacement d'un lieu à un autre aussi. Donc, nos sociétés, elles passent par des phases. Elles passeraient par des phases, si on accepte cette idée. Et quelles seraient les phases par lesquelles nos sociétés passeraient? C'est la question qu'il faudrait poser dans un colloque à tout un ensemble de chercheurs. Quelles sont les phases, au moins sur le plan de la dualité, sur le plan de la dialectique, par lesquelles une société passe? Par lesquelles une relation humaine, quelle qu'elle soit, une alliance, un couple, n'importe quoi, quelque chose entre deux facteurs, est-ce que ça va bouger? Et l'intérêt, c'est que cette histoire de deux facteurs qui, parfois, vont dans un sens, parfois vont dans l'autre, ça peut être en prise, effectivement, avec la dynamique du cosmos, qui fournit un nombre illimité de signifiants pouvant se déplacer, pouvant se mouvoir. Donc, qui pourrait avoir servi d'inspiration pour sous-tendre un certain nombre de dynamiques sociales à différents niveaux. Donc moi, ce que j'ai proposé récemment, c'est une dualité fondée sur le fait que sur le poids des institutions. Sur le poids des institutions. À certains moments, nous acceptons le carcan des institutions, à tous les niveaux, institutions, contrats, alliances, traités, engagements, tout ce qu'on voudra. Et on voit à quel point les religions sont marquées par ce phénomène, notamment la religion juive, par exemple. Calendrier, obligation de respecter un certain calendrier, obligation de respecter certaines fêtes, etc. Bon, un rythme qui est obligé par la loi,
sous une forme religieuse ou politique ou juridique, peu importe. Mais à d'autres moments, ce poids institutionnel, constitutionnel, juridique, moral, éthique, fléchit, décline. Parce qu'il me semble, voyez-vous, qu'il y a toujours quelque chose de la présence et de l'absence. Et que la dialectique n'est jamais que de l'ordre de la présence et de l'absence. Cela dit, dans le cas de l'astrologie, il y a un paradoxe. C'est que la question qui se pose, mais c'est plus global que l'astrologie, et ça vaut aussi pour l'astrologie, mais il ne faut pas tomber dans ce piège. La vraie question qui se pose est la suivante. Est-ce que le manque, c'est le manque de la présence humaine, avec tout ce que ça peut avoir de dynamique au niveau, disons, des chefs, des leaders, des guides, ou est-ce que le manque, c'est le manque de la structure institutionnelle? Quel est le repoussoir? Où est la lumière? Où est la nuit? Où est le jour? Où est l'été? Où est l'hiver? C'est là qu'il y a une espèce d'hésitation, en quelque sorte. Bon. Enfin, ça peut se trancher, mais enfin, il y a une hésitation. Est-ce que les institutions sont la loi fondamentale qui, à certains moments, est reléguée? Ou est-ce que les institutions sont au contraire là pour combler un manque, et quand il n'y a plus de manque, elles sont reléguées? Donc, les institutions correspondent-elles à un point de départ, un roc, ou bien est-ce qu'elles sont un pis-aller? C'est une question qu'on peut constamment se poser. C'est un problème de postulat initial. Moi, pour résumer ma pensée astrologique actuellement, mais ça a beaucoup de répercussions, donc on n'est pas obligé de me suivre sur ce point, mais ça change évidemment pas mal de choses. Je crois que l'humanité est avant tout a besoin d'être guidée par des chefs. Des chefs qui ont un potentiel considérable. Qui sont des sortes de surhommes en quelque sorte. De guides, de gardiens. De gardiens au sens de la gardien, des anges gardiens, si on peut dire. Et quand ces anges gardiens font défaut, à ce moment-là, on met des institutions, on instaure des structures qui vont permettre de vivre sans ces anges gardiens. Ou du moins qui vont permettre de gérer ce que ces anges gardiens nous ont légué. On va diluer, on va utiliser ce matériau initial, on va le démultiplier, on va l'étendre, etc. Voilà. Donc pour moi, ce qui est de l'ordre du juridique est, en quelque sorte, quand c'est un juridique qui est là pour maintenir les choses quoi qu'il arrive, qui crée une sorte de sécurité, et qui permet cette sécurité qui permet justement d'échapper à la cyclicité, quelque part. Voilà un nouveau paradoxe. C'est que cette cyclicité, lorsqu'elle est dans le manque, génère quelque chose qui va contre la cyclicité. Ou du moins qui va éviter cette cyclicité qui justement a pour défaut d'être cyclique. Alors que les institutions ont pour vocation d'être permanentes et constantes. C'est là que ça devient complexe. Donc, le paradoxe, c'est que le droit est une superstructure contestable, qui se veut permanente, et en revanche, le génie des anges gardiens
est une structure qui est réelle, mais qui est cyclique. Donc on a deux champs qui ont chacun leur tentation et leur séduction.